Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne de Bureau ACA Expertise où nous parlons essentiellement d'expertise. Expertise africaine pour être plus précis, parce que nous pensons que c'est grâce à l'expertise africaine que nous pourrons développer notre continent. Aujourd'hui, nous recevons un expert qui a plus de 20 années d'expérience dans le domaine des finances publiques, dans le domaine de la modélisation macro-fiscale, dans le domaine de la planification macro-sectorielle et dans bien d'autres aspects liés à ce domaine. Donc, nous laissons la parole à M. Etienne Yemek, qui aura le plaisir de se présenter. Donc, je suis le docteur Etienne Yemek, j'exerce au niveau international en tant qu'expert en gestion des finances publiques, modélisation macroéconomique, mais aussi expert en planification du développement. J'ai travaillé dans plus de 30 pays déjà, où j'ai travaillé sur des questions qui concernent l'assistance. Je me suis déployé dans le domaine de l'assistance technique, le développement des capacités institutionnelles, la recherche-action, mais la recherche-action pour le développement et l'élaboration des outils essentiels pour la gestion des finances publiques. Okay. Merci bien pour votre présentation, Dr Yemek. Nos pays africains évoluent dans un environnement d'incertitude. Incertitude dans lequel ils doivent faire face aux pandémies, mais ils doivent aussi faire face aux questions de la dette, ils doivent faire face aux différentes problématiques liées à la guerre en Ukraine actuellement, les questions climatiques, les questions de transition énergétique. Et dans cet environnement, les responsables de nos gouvernements doivent pouvoir prendre des décisions qui ont un impact économique et social sur les populations. Je pense que c'est à ce moment que votre expertise, donc la modélisation macro-fiscale, intervient pour les aider de manière générale, pour les accompagner dans cette dynamique. Donc, quelles sont les problématiques et quelle est d'abord l'importance même de ces outils et de votre expertise dans cet environnement? Bien, je pense qu'il faut situer la problématique ici à plusieurs niveaux. Mais avant de situer cette problématique, il faut déjà dégager l'importance de la modélisation économétrique macro-fiscale dans le cadre du secteur public. Cette modélisation joue un rôle catalyseur dans le développement. On a recours à cette modélisation, bien évidemment, pour qu'elle nous permette, aux différents États de prévoir, de planifier d'abord les questions de développement, de planifier la mobilisation des ressources, l'allocation des ressources, mais aussi de faire un suivi ou alors une évaluation des différentes politiques. Et ici, j'entends ces politiques, on les définirait ici comme les politiques qui sont liées essentiellement à la gestion des finances publiques. Alors, ça me permet donc de situer effectivement le lien qu'il y a entre la planification ou alors la programmation budgétaire et la modélisation économétrique macro-dynamique. Vous savez que nos différents États ont souscrit effectivement pour, je vais dire, l'option programmatique en termes de gestion des ressources. Et donc, il est important effectivement que cette modélisation cette modélisation économétrique macro-fiscale puisse aider les décideurs à prendre, excusez la tautologie, des décisions idoines qu'il faut effectivement, non seulement pour l'allocation, pour la mobilisation des ressources, l'allocation des ressources, mais aussi le suivi de l'impact de l'utilisation de ces ressources-là
pour les populations et le développement économique. Ok. Donc, on va comprendre donc l'importance de cette modélisation pour accompagner les décideurs. En tant qu'expert, de manière pratique, comment vous voyez l'implémentation? Est-ce qu'il y a des actions à mettre en place dans ces différents pays? Est-ce que tous les pays sont d'abord au même niveau? Ensuite, comment vous voyez l'implémentation de cet accompagnement pour permettre à nos États, à nos gouvernements, à nos décideurs de pouvoir s'appuyer sur cette modélisation et naturellement sur la base des différentes données qu'il peut y avoir? Bien, l'instrumentalisation même de la modélisation macro-fiscale soulève beaucoup de problèmes en Afrique. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Le premier problème qui se pose est l'adéquation des modèles. Parce que généralement, les modèles qui sont utilisés en Afrique sont des modèles importés. Donc, ils ne s'adaptent pas totalement à la réalité aux réalités économiques qui sont spécifiques aux différents États. Mais en plus de cela, il y a également un gros problème sur le renforcement, sur les capacités institutionnelles. Les capacités institutionnelles sont assez faibles en matière de modélisation macro-fiscale. Il y a cette problématique de la mise en place du dispositif de gestion des données qui échappe totalement à beaucoup, qui échappe encore à beaucoup d'administrations, à beaucoup d'institutions, dans beaucoup d'États. Non seulement la gestion des données, mais il y a également la mise en place de tout ce dispositif infrastructurel qui devrait encadrer la gestion des données. J'entends pour cela l'infrastructure logicielle, l'infrastructure informatique, effectivement, qui doivent accompagner tout ce processus d'utilisation des données. Ce que nous constatons généralement en Afrique, c'est que les données qui sont utilisées pour la modélisation macro-fiscale, pour le dire, sont assez insuffisantes. Pour dire même qu'elles sont... quelquefois, vous pouvez arriver dans un pays et vous trouvez qu'il n'y a aucun dispositif et ce qui est utilisé comme données, les données qui sont utilisées sont complètement erronées. Ça pose énormément de problèmes. Ce qui fait que lorsqu'il y a une prévision, lorsque ces données sont utilisées, ça biaise complètement, ça désoriente, ça peut désorienter effectivement la prise de décision. Non seulement ça désoriente la prise de décision, mais ça agit également au niveau des citoyens dans la mesure où les résultats escomptés par ces différentes politiques ne sont pas tout à fait à point. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des institutions africaines ou bien qui encouragent l'utilisation de cette modélisation? Oui, il y a des institutions africaines qui de plus en plus encouragent l'utilisation. Je prends par exemple le cas de la Banque africaine de développement qui a mis en place effectivement l'Institut de développement africain. L'Institut africain de développement. Et dans cet institut-là, nous avons tout un département, le Policy Lab, qui appuie les différents États dans la mise en place du dispositif qui devrait les accompagner à mettre en place, à faire une modélisation macro-fiscale conséquente. Évidemment, il se pose aussi des problèmes à ce niveau. C'est que la réceptivité des États par rapport à l'appui donné par
la Banque africaine de développement ne suit pas tout souvent. Et ça, nous avons pu le constater dans certains pays dont je ne pourrais pas par respect citer les noms. Mais toujours est-il dit que il y a encore beaucoup de problèmes. Il y a également, vous avez posé la question de savoir si les États sont au même niveau. Non, les États ne sont pas au même niveau. Il y a des pays qui sont un peu plus avancés que d'autres, mais l'idéal serait effectivement d'accompagner tous les États de manière à ce qu'ils soient au même niveau. Et le plus important ici, c'est d'utiliser les instruments de la modélisation macroéconomique, économétrique macrofiscale pour bien faire de la programmation budgétaire. Jusque-là, la programmation budgétaire telle qu'elle est faite, je ne dirais pas qu'elle est faite de manière erronée, mais on a comme l'impression que les données ne traduisent pas toujours la réalité. Prenons le cas d'un CDMT, un cadre de dépenses à moyen terme. Encore une fois, je ne vais pas citer les noms des États, mais nous avons constaté dans la plupart des cas que dans un ministère des Finances, une direction peut décider effectivement de présenter des CDMT sur la base de sa connaissance ou alors de ce qu'elle voudrait que soit les citoyens, les bailleurs, soit les bailleurs de fonds ou alors les décideurs aperçoivent. Mais cela ne traduit pas toujours la réalité. Cela ne traduit pas toujours la réalité. Et c'est pour cette raison que nous constatons qu'il y a un décalage entre les prévisions et les chiffres réalisés. Par exemple, au niveau des recettes, on peut prévoir des recettes d'un montant et au finish, on se retrouve avec des recettes réelles qui sont pratiquement de l'ordre de 40%. Pourquoi ce gap? Ce gap traduit simplement le fait qu'il n'y ait pas eu une bonne prise en compte des modèles dans la programmation budgétaire. Okay. Donc merci beaucoup. Nous avons compris l'importance de la modélisation macro-fiscale au niveau de la programmation budgétaire et au niveau aussi de la capacité à pouvoir planifier les actions futures, aussi bien au niveau des administrations centrales qu'éventuellement au niveau des administrations régionales. Alors, juste pour terminer, comme expert, qu'est-ce que vous pouvez recommander comme action à mettre en place rapidement dans différents pays? Voilà. Oui, beaucoup d'actions qu'on pourrait envisager, mais je pense que la première question, ce qui est important d'abord, c'est de reconnaître le lien qu'il y a entre la programmation budgétaire et la modélisation macro-économétrique macro-fiscale. Il y a un lien étroit. Secondo, il faut établir également, il faut dire qu'il y a une complémentarité. C'est vrai qu'il y a un lien, mais il y a beaucoup plus une complémentarité entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité entre la programmation budgétaire et la modélisation macro-fiscale. D'autres actions peuvent être, d'autres pistes de solutions peuvent également être envisagées. À l'immédiat, je pense qu'il est important de reconnaître quand même que les capacités sont faibles en Afrique. Alors, l'importance ici, c'est de renforcer les capacités dans les différents États. Que ce soit au niveau ministériel ou alors dans les instituts, les think tanks, des instituts de recherche et les universités, parce qu'il ne faudrait pas mettre les universités en marge.
Parce que ceux qui travaillent, ou alors les potentiels cadres qui travailleront sur des questions de la modélisation macro-fiscale, viennent des universités. Et donc il ne faut pas oublier de renforcer également les capacités à ce niveau. Donc, si vous voulez, en gros, cela voudrait dire qu'il faut mettre en place des programmes adaptés de formation des cadres et aussi des partenariats entre les différents instituts. L'Institut de statistique, par exemple, peut travailler avec un autre institut, mais dans le cadre de la modélisation. Il y a aussi également l'amélioration de l'accès aux données. Je pense que tout à l'heure nous avons évoqué cette problématique des données. Les données sont généralement insuffisantes. Donc quand nous parlons des données, il s'agit effectivement de mettre un dispositif en place qui permet la collecte, non seulement la collecte des données, mais l'utilisation également de ces données. Il faut savoir quelle information, parce que les modèles macro, la modélisation exige un certain nombre de données. Lorsque ces données ne sont pas, réunies, il y a toujours un biais. C'est-à-dire qu'on peut prévoir des choses, mais on constate à la fin, effectivement, que les résultats ne sont pas, les résultats escomptés ne sont pas atteints. D'ailleurs, pour une petite anecdote, lorsque nous étions étudiants en économétrie, il y a quelques-uns qui venaient un peu chahuter des étudiants et en disant, bon, nous constatons tout le temps qu'il y a des écarts entre les prévisions et les données réelles. Quel est donc le rôle, quel est donc votre rôle en tant qu'économètre? Et vous savez, le but ici pour l'économètre, c'est de réduire au maximum le biais qu'il y a entre les données, les prévisions et puis les données réelles. Donc il s'agit donc de développer le système de collecte des données ce système doit être assez robuste, mais il doit être également intégré. Quand je dis intégré ici, cela voudrait que toutes les institutions qui collectent des données, parce que les données ne sont pas généralement sont collectées ça et là, et il faudrait les intégrer, mais les intégrer dans une base de données, et cette base de données devrait être également protégée, de manière à ce qu'il n'y ait pas une mauvaise utilisation ou alors ce que les Anglais des données, ou alors ce que les Anglais cooking data. Le cooking data, c'est lorsqu'on utilise, c'est-à-dire en connaissance de cause, les informations erronées pour forcer pour donner un certain résultat. Voilà. C'est ce qu'on appelle le cooking data. Et ça existe énormément. Encore une fois, je ne pourrais pas citer les exemples, mais nous avons constaté dans certains États où vous arrivez, une direction vous dit, bon, mais écoutez, est-ce qu'on ne peut pas... vous avez dit que c'est ce résultat qu'on aura à la fin. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de manipuler le modèle de manière à ce qu'il présente ceci? Et ça, ce n'est pas une bonne pratique. Et il faut aussi renforcer la collaboration régionale, hein, parce que de plus en plus nous constatons que les économies au niveau de la sous-région sont interdépendantes. Elles sont d'ailleurs liées. Donc il faut renforcer cette coopération entre les différents pays et partager à la limite les meilleures pratiques. Donc quelquefois, je crois que c'est ce que nous appelons parfois ici le benchmark, mais en économétrie, le benchmark, ça n'existe pas tellement, hein. C'est les meilleures pratiques qui existent.
Le benchmark, on peut définir le benchmark, mais ce benchmark ne traduit pas toujours la réalité des choses. Ça, c'est beaucoup plus dans les questions de gouvernance où on parle de benchmark. Mais ici, il s'agit effectivement de quelque chose de factuel, de réel, et donc il faut partager ces informations. Au niveau toujours des actions stratégiques, il y a par exemple l'élaboration des modèles adaptés aux contextes locaux. Nous l'avons dit, les modèles ne sont pas les modèles, dans la plupart qui sont utilisés, sont des modèles importés. Il faut les tropicaliser si vous voulez le terme. On parle de tropicaliser généralement, mais cela voudrait simplement dire qu'il faut les adapter au contexte local. Et non, les contextes sont tout à fait changeants. Cela peut être par exemple lié à un changement de régime dans un pays, une nouvelle option politique, parce que quand il y a un changement, il y a toute une nouvelle vision et il faut réadapter les choses. C'est par exemple le cas du Gabon où effectivement je pense qu'il y a un besoin de réadaptation du modèle de prévision par rapport au contexte qui a changé, au contexte politique qui a changé. Il y a également la promotion de la transparence et puis de la responsabilité, si vous voulez, la redevabilité. Ça, c'est également un aspect important. Les principes de la bonne gouvernance que sont la transparence, la redevabilité et dans une certaine mesure la participation doivent agir. Et donc il faut faire cette promotion-là, même dans le cadre effectivement de des actions stratégiques qui concourent à la réalisation des actions stratégiques. Ensuite, il y a toute une série d'actions opérationnelles possibles. C'est la mise en place, par exemple, d'un système de suivi et d'évaluation. Il ne suffit pas simplement de concevoir le modèle, mais il faut faire tout un suivi du processus de conception, depuis la conception du modèle jusqu'à son utilisation et le suivi des résultats. Et ça, c'est très important. Donc, il faut des systèmes assez efficaces de suivi de la performance budgétaire, de suivi de la performance de l'utilisation du modèle, de la performance budgétaire et puis de l'évaluation de l'impact de l'utilisation des modèles sur des questions par exemple fondamentales sur le plan économique et social. L'utilisation des nouvelles technologies et puis de l'infrastructure informatique et logicielle, ça c'est assez important et là ce sont des actions tout à fait stratégiques qu'il faut que nos États développent. Une formation continue et la sensibilisation. La formation continue, elle est assez importante, mais aussi la sensibilisation. Pourquoi la sensibilisation? Nous n'avons pas le même niveau de perception de l'importance de la modélisation. Donc, il faut une grosse sensibilisation. Par exemple, les directions de statistiques, les directions, je crois que dans chaque ministère, il y a une cellule de recherche, une cellule de... Bien, au niveau de la formation continue et puis de la sensibilisation, je pense qu'il est nécessaire d'organiser des programmes de formation pour les décideurs. Bien qu'ils ne soient pas utilisateurs. Généralement, ce que nous faisons, c'est que nous avons deux types de formation. Il y a une formation en buy-in pour informer ou sensibiliser les décideurs sur l'importance de l'utilisation de ces modèles-là.
mais il y a également une formation beaucoup plus technique sur les utilisateurs. Les deux sont tout à fait nécessaires. Si vous formez les agents et les décideurs ne sont pas sensibilisés, ils ne pourront pas appliquer, ils ne pourront pas mettre en place effectivement ce qu'ils ont appris. Si vous formez, si on forme les décideurs sans former les cadres qui utilisent les modèles, il y a un déphasage. C'est-à-dire que vous avez formé les cadres, vous avez sensibilisé les décideurs, mais les cadres n'ont pas effectivement le moyen d'accéder aux outils et les utiliser correctement. Ça, c'est très important de faire ces deux types de formation, une formation sur la sensibilisation des décideurs et une formation beaucoup plus technique et fine sur les cadres qui utilisent les modèles. Mais il y a également, c'est très important, lorsqu'on parle de modélisation ici, le but n'est pas de donner effectivement le résultat exact, mais de faire des simulations sur ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire que lorsque on voudrait prendre une décision, on fait des simulations pour choisir le scénario le mieux adapté au contexte. Donc il faut énormément, il faut former des gens sur cette simulation-là. Et elle doit être tout à fait, elle doit être tout à fait fine. Disons que d'une manière générale, les orientations stratégiques ou opérationnelles visent à créer un cadre solide pour la modélisation économétrique macro-fiscale et améliorer également la programmation budgétaire.